Voilà, c'est parti. Alors, la séance d'aujourd'hui va être consacrée principalement à l'étude du remplissage de la CA3, hein. Je vous rappelle que la CA3, c'est l'imprimé qui va servir de base déclarative pour les entreprises qui sont au régime réel normal. Le régime réel normal est appliqué à l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires qu'elle réalise. On a vu ça lors de notre dernier cours. Alors, je vous avais bien précisé qu'il n'était inutile de connaître par cœur les fourchettes de chiffre d'affaires, tant en vente de marchandises qu'en prestation de services, qui induisaient le régime réel, normal, ou encore le régime simplifié. Si vous deviez à un moment donné être interrogé sur l'application de tel ou tel régime, on vous donnerait obligatoirement les fourchettes de chiffre d'affaires qui induisent le régime. D'accord ? Alors par contre, ce qui est ici, nous, intéressant, c'est de pouvoir, dans un premier temps, puisque notre étude ici, elle se porte sur le régime réel normal, c'est de savoir exactement comment se remplit donc cet imprimé qui va servir de déclaration, et donc qui est un imprimé qui se remplit de façon mensuelle. Il peut se remplir éventuellement aussi de façon trimestrielle, tout ça étant toujours lié à un niveau de chiffre d'affaires. Mais en général, on va avoir des déclarations qui vont être faites de façon mensuelle. Si ça devait être des déclarations trimestrielles, bah, tout simplement, la période sur laquelle porte la déclaration serait de 3 mois au lieu de 1 mois. D'accord ? Lui, le régime simplifié d'imposition, le régime simplifié, lui, fait porter la période de déclaration sur une année complète. Alors ça fera l'étude, ça sera l'objet d'une étude particulière dans les chapitres qu'on verra ultérieurement. Ici, nous, on s'attache au régime réel normal qui implique une déclaration de façon mensuelle. Cette déclaration elle se fait sur un imprimé spécifique, je vous l'ai dit, qu'on appelle l'imprimé CA3. Alors que pour l'imprimé qui concerne la déclaration simplifiée, la déclaration se fait sur un imprimé qu'on appelle la CA12, parce qu'elle porte sur 12 mois. Bon. Voilà, et c'est un vocabulaire qu'il faut acquérir, qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, puisque c'est le vocabulaire qui est employé tant dans les sujets que dans la pratique. Quand on parle de la CA3, on parle de la CA12. Il faut savoir que la CA3, c'est l'imprimé relatif aux déclarations pour les entreprises qui relèvent du régime réel normal, la CA12 pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié. Nous avions présenté donc ce document de CA3 en mettant ce petit bémol dans le sens où aujourd'hui, rares sont les entreprises qui font de la déclaration papier, puisque d'abord, elles ont l'obligation pour toutes les entreprises de faire une déclaration dématérialisée, c'est-à-dire de faire une déclaration sur Internet, mais malgré tout, le formulaire à remplir sur Internet ressemble trait pour trait au formulaire papier. Nous, on fera bien sûr que des études papier, puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir des comptes Internet, etc. Mais ça ne devrait pas, si dans la pratique, un jour, vous êtes amené à faire une déclaration via le portail du site des impôts, ça ne devrait pas vous perturber plus que ça, puisque c'est à peu près la même présentation. Enfin, c'est pas à peu près, c'est la même présentation avec les mêmes numéros de cases, et donc on s'y retrouve relativement facilement. Donc, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on va vous mettre en situation de remplir la CA3, donc on va vous donner des opérations, mais on va vous demander de remplir la CA3, c'est ce que l'on va voir, nous, à titre d'exemple ici. Ou une deuxième solution qu'on voit souvent dans les sujets, c'est qu'on a une CA3 remplie, on demande de justifier au regard d'opérations. C'est-à-dire que la CA3 est déjà remplie, on a des opérations, on demande à l'élève de justifier, de mettre en corrélation les montants qui sont inscrits sur la CA3 et les opérations qu'on lui a soumises. On aura l'occasion aussi de s'exercer sur ce type d'exercice. Alors, il est évident que les notions d'exigibilité, de déductibilité, de territorialité de la TVA que l'on a vues pendant les premiers chapitres vont vous servir ici parce qu'elles vont avoir un impact direct sur le remplissage de notre CA3. C'est-à-dire que les exportations vont devoir, il faut pouvoir qualifier une opération d'exportation et savoir évidemment
ce qu'est une exportation, le régime qui l'accompagne, c'est-à-dire ici un régime d'exonération, pour pouvoir dire voilà, cette opération, je vais la reporter dans la case exportation, non soumise, etc., etc. Donc, il est évident que si vous avez encore des lacunes sur les bases de calcul de la TVA, de détermination de son exigibilité ou de sa déductibilité, ça va peut-être poser des petites difficultés. Parce qu'en soi, le remplissage, il n'est pas très compliqué. Hein. Dans cette case-là, on va mettre ça, dans cette case-là, on va mettre ça. Une fois qu'on sait, c'est pas très compliqué. Mais bien sûr, le remplissage ne peut se faire correctement que si les bases applicables aux différents régimes de TVA sont bien connues et sont bien maîtrisées par l'étudiant. Donc, ça nous permettra de revoir pourquoi on détermine que cette opération peut être prise en compte ou que cette opération doit être écartée. Voilà pour les petits propos introductifs à notre chapitre et on va passer tout de suite à une étude de cas que je vais réaliser, d'accord, avec vous, et ça va vous permettre de vous mettre un petit peu dans le bain du remplissage de cette CA3, et surtout, ça va nous permettre d'expliquer exactement comment on va répartir les montants sur ce document. Alors, je vais me baser, alors vous avez l'étude de cas sur votre NetCampus, je vais la reprendre et vous l'expliquer correctement, et éventuellement aussi répondre de façon évidente à vos questions. Alors pour ça, je vais faire un petit jam, hein, comme d'habitude. Voilà, le jam est préparé. Et donc ici, l'étude va porter sur les opérations qu'a réalisées la SARL, donc la Société à responsabilité limitée Calabro, qui est soumise au régime réel normal, heureusement, sinon ça ne nous aurait pas intéressé, et qui a réalisé un certain nombre d'opérations. On verra aussi que les notions de comptabilité que vous allez acquérir au fur et à mesure, notamment quant à l'affectation dans les bons comptes des différentes opérations, est importante. Donc la relation avec le module P1, avec le processus P1 ici est importante puisqu'on peut vous soumettre éventuellement une balance avec des numéros de compte et ce sera à vous à déterminer si ce sont des comptes. Alors, normalement, c'est basique, hein, mais il faut quand même bien maîtriser les choses. Si ce sont des comptes de TVA déductibles, des comptes de TVA collectés, de TVA dû intracommunautaire, de TVA sur les immobilisations, ou encore si ce sont des comptes de produits, donc qui vont faire apparaître le chiffre d'affaires, ou des comptes de la classe 6, des comptes de charge, qui vont en faire apparaître les différents achats de l'entreprise. Donc, on arrive un petit peu ici, après la fin de ce premier semestre, à un carrefour, celui qui va nous faire croiser des notions que vous avez acquises pendant le premier semestre en P3, mais aussi des notions que vous avez acquises ou que vous avez commencé à acquérir dans d'autres modules tels que le module P1 ou encore le module P2 quand on va traiter des immobilisations. Alors, si vous avez des soucis par rapport à ces notions-là, n'hésitez pas à m'interpeller. Je suis aujourd'hui en capacité de vous répondre sur les problématiques liées au P1 ou encore les problématiques liées au processus 2. Donc ici, voyons notre sujet. L'entreprise a réalisé un certain nombre d'opérations courant du mois d'octobre et donc nous demande de réaliser la déclaration qui porte sur les opérations d'octobre, mais qui sera réalisée qu'au mois de novembre. On attend qu'on ait la période complète pour réaliser notre déclaration. Les obligations de déclaration, elles se font le mois d'après. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, on va déclarer évidemment les opérations liées au mois d'octobre, au mois de décembre, les opérations liées au mois de novembre, et ainsi de suite. La date, elle dépend
d'un certain nombre de critères. Alors, en général, c'est entre le 15 et le 21 du mois suivant. Donc, par exemple, si ici on devait regarder les opérations du mois d'octobre, la déclaration doit être faite entre le 15 et le 21, enfin plutôt avant le 15 ou le 21, avant une date qui se situe entre le 15 et le 21, auprès de l'administration fiscale. La détermination de cette date, ça dépend de l'administration fiscale. Elle vous l'indique dans tous les cas. Ça peut être lié au nom de l'entreprise. C'est un ordre alphabétique. Les premières entreprises, les entreprises dont le nom commence par A vont devoir déclarer pour le 15 et les dernières entreprises dans l'ordre alphabétique vont déclarer pour le 21. Ça peut être aussi dû à une forme juridique. On va commencer par exemple par les SARL pour les déclarations du 15. Le 19, ça sera peut-être les SA, les SAS, et le 21, les entreprises individuelles. Là, il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies. C'est l'administration fiscale qui impose la date. Elle vous la communique et elle vous dit, voilà, vos déclarations doivent être faites, souscrites avant telle date de chaque mois. D'accord? Alors, ici, on a les différentes opérations. On a d'abord une opération de vente en France de marchandises, puisque c'est, je crois, une vente de marchandises. On n'a pas de précision par rapport à ça, mais c'est pas très grave. Au taux normal et au taux réduit, à 5,5 et à 20%. Ensuite, des ventes en Italie. On a un numéro qui a été fourni, le numéro intracommunautaire. On verra ce que ça implique, évidemment. Normalement, il n'y a pas de souci pour ça. On a l'achat de biens et de services en France au taux normal. Et on a un achat relatif à des machines-outils, donc des immobilisations achetées en France et une autre immobilisation achetée en Allemagne. Voilà, la déclaration du mois de septembre faisait apparaître un crédit de TVA qui était de 10 300 €. C'est-à-dire que les déclarations souscrites en octobre, mais relatives aux opérations de septembre, ça veut dire qu'au mois de septembre, on avait plus de TVA déductible que de TVA collectée. Dans ces cas-là, on est dans une situation de crédit. C'est une sorte d'avoir et on verra comment on le traite en termes de déclaration. Voilà pour ça. Alors, j'ai juste un petit retour à faire sur un point qui me paraît important. Bon, on considérera que c'est de la vente de marchandises pour l'ensemble des opérations. Alors, dans votre cours, on vous a soumis une trame de tableau qui peut servir à l'étude préalable des opérations qui vont être donc reportées et des montants qui vont être reportés sur la CAT. On va se servir de cette trame. Cette trame, je vais la reprendre. Voilà la trame que l'on va utiliser et qui va nous permettre ici de cibler chaque opération et de pouvoir déterminer si c'est de la TVA collectée, donc de la TVA brute, ou si c'est de la TVA déductible. La première opération que l'on va reporter, c'est la vente de marchandises. On va considérer que c'est de la marchandise au taux normal de 20%. Donc, comment on va faire? Ici, bien sûr, on est dans le cadre de la TVA brute. On va marquer vente de marchandises. Bon, bien sûr, c'est de la TVA qui, ici, est de la TVA déductible, c'est une évidence. D'accord. Le montant que l'on a, on a un montant de 1 10 000 €. Donc, on va reporter notre montant. Et on va pouvoir calculer la TVA qui est relative à ce montant. Et ici, c'est une TVA à 20%. D'accord. Et le montant, il est de 202 000 €. Voilà pour ma première opération. Je vais faire la même chose avec l'autre opération. On a une autre opération qui est une vente de marchandises, mais cette fois-ci à 5,5%,
il y en a pour 312 050 euros. Voir. 0,50 et non pas 250, excusez-moi. Et je vais calculer la TVA qui est due sur cette partie-là au taux de 5,5% et on en aura pour 17 162,75. 17 162,75. Voilà pour les deux premières opérations. La troisième opération, c'est la vente en Italie. Donc, c'est une livraison intracommunautaire. Quelqu'un veut me dire comment je vais remplir mon tableau? Qu'est-ce que je vais indiquer? Allez-y, Michaelidad, je vous écoute. Donc, vu que c'est une vente en Italie, oui. Donc la TVA sera, c'est de la TVA brute avec TVA due intracommunautaire. Ok, je vous écoute, hein, allez-y. Donc le montant, vous pouvez retourner en arrière s'il vous plaît, monsieur. Alors, le montant, on avait un montant pour les Italiens de 151 210. Donc du coup, ce sera 151 210 multiplié par 0,2. Ok. Ça va donner 30 242. Ok, ça c'est votre idée, Michaelidad. Très bien, merci pour votre réponse. Quelqu'un, tout le monde est d'accord avec ce qu'a dit Michaelidad? Léa, je vous écoute. La TVA, elle est exonérée, vu que c'est une livraison intracommunautaire. Ok. Quelles sont les conditions pour que l'opération soit exonérée? Il faut que les acheteurs italiens aient donné leur NI. Ah ouais. Ah oui, Michaelidad. Vous voyez, là on fait la relation avec tout ce que l'on a étudié avant. D'accord? Donc c'est bien de se tromper, c'est pas grave du tout. D'accord? Donc ici, on a une vente qui est exonérée. Elle est exonérée, pourquoi? Parce que l'acheteur italien a donné son numéro intracommunautaire, qu'a priori la marchandise a bien passé la frontière, il n'y a pas de souci. Donc, en remarque, on va indiquer que c'est une exo. Donc, il n'y a pas de TVA à calculer. D'accord? C'est une opération qui va être exonérée. Allez, on continue. Ensuite, on va avoir un achat de biens et de services pour 754 640. On considère encore une fois que c'est un achat de marchandises pour ne pas avoir de problème sur les encaissements, etc. Ici, 754 640. 754 640. Alors ici, on va avoir de la TVA qui va être la TVA déductible cette fois-ci. D'accord. Au taux de 20%, ça va nous donner 150 928. De la déductible sur autres biens et services. 150 928. Voilà pour cette opération. Ensuite, on a l'acquisition d'une machine-outil en France. Allez, qui est-ce qui veut traiter ça? Allez-y, Amadou. La TVA sera déductible sur immobilisation.
Voilà, ici, on vous l'indique en plus dans le sujet, hein, on vous dit que c'est une immobilisation. Par conséquent, ici, on va avoir une TVA déductible au taux de 20%, pas de souci pour le calcul et pour son caractère déductible. Simplement, ce n'est pas le même type de TVA que la TVA qu'on a étudiée précédemment sur un achat de marchandises ou un achat de services. Puisque la première va se classer dans la catégorie de la TVA déductible sur autres biens et services. D'ailleurs, c'est le compte comptable qui est utilisé, hein, 44 562, TVA déductible sur autres biens et services, alors que la TVA sur une acquisition d'immobilisation. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition d'immobilisation, hein, ça, normalement, vous avez dû le voir en P2. Donc, l'acquisition de cette immobilisation va aussi donner un droit à déduction de la TVA qui est lié à cette acquisition. Et ici, l'acquisition, elle est de 107 760. Donc, ça va ouvrir droit à la TVA déductible à hauteur de 21 552. Voilà pour la classification. Finalement, ça reste un droit à déduction assez classique quant à son étude et son analyse fiscale. Simplement, ici, ça va être une classification de TVA déductible différente que la TVA qui a été étudiée précédemment sur un achat de biens ou de services classiques. La TVA qui est liée à l'acquisition d'immobilisation fait partie de la TVA déductible sur immobilisation. Et ici, on va utiliser un compte différent. Le premier compte sur la TVA déductible sur les autres biens et services, c'est le 44 566-2, alors que le compte pour la TVA sur immobilisation, c'est le 44 562-0. Dernière opération ici que l'on doit voir, c'est l'acquisition en Allemagne d'une machine-outil, qui là aussi est une immobilisation, mais avec une petite particularité. Alors, qui veut s'occuper de ça? Allez-y, Abdel, je vous écoute sur votre analyse. C'est une acquisition intracommunautaire. Très bien. Du coup, là, on a la TVA brute et la TVA déductible. Alors, on aura de la TVA déductible et… La TVA brute aussi, parce que c'est le principe d'autoliquidation. Je n'ai pas compris comment vous appelez la première. Donc, TVA déductible d'un côté et puis… TVA collectée de l'autre côté. Laquelle? Parce que là, c'est le principe d'autoliquidation. Oui, vous avez tout à fait raison sur l'analyse. Hein. Oui. L'analyse, c'est qu'on est dans une acquisition intracommunautaire. On a qualifié l'opération. Le régime qui est induit par cette acquisition, c'est de l'autoliquidation. L'autoliquidation vous oblige à constater de la TVA déductible et de la TVA collectée que l'on classe dans la TVA due intracommunautaire. C'est là où on va retrouver ici notre TVA due intracommunautaire, c'est la TVA collectée sur les acquisitions intracommunautaires. Ça marche pour tout le monde? Alors finalement, notre tableau… Oui. Il n'y a pas de TVA collectée sur immobilisation? Non, il n'y a pas de TVA collectée sur les immobilisations, ça n'existe pas. D'accord, merci. Donc finalement, notre tableau, lui, va être le suivant. Une fois qu'on a une dernière opération, mais ce n'est pas très grave. Notre tableau va nous donner les données suivantes. Vous voyez qu'on a repris les ventes à 20%, les ventes à 5% qui sont soumises, l'acquisition ici qui est non soumise, les achats de biens, l'achat de biens d'une immobilisation en la classant bien dans la TVA sur IMO et l'acquisition intracommunautaire qui provoque de la TVA due intracommunautaire, donc bien dans cette colonne-là,
et de la TVA collectée et de la TVA déductible. D'accord ? Vous voyez qu'on ne la classe pas aussi dans l'acquisition des IMO. Les IMO, c'est uniquement pour l'acquisition d'immobilisation en France. On va totaliser toutes nos colonnes. On va arrondir à l'euro le plus proche. D'accord ? Et on va porter aussi le crédit TVA. Le crédit TVA, vous remarquez que le crédit TVA constaté lors de la déclaration précédente, finalement, devient de la TVA déductible pour cette déclaration ici. Vous allez voir comment, une fois qu'on aura déterminé chaque montant, comment on va les reporter et finalement, quelle va être leur place dans notre CA3. Alors maintenant, avec ces chiffres, on va remplir notre CA3. On va la remplir en 4 parties. La première partie, c'est celle qui va constater le chiffre d'affaires. La deuxième partie, c'est celle qui va constater la TVA brute ou collectée qui est liée à ce chiffre d'affaires. La troisième partie, c'est où on va déterminer la TVA déductible. Et la quatrième partie, c'est celle qui va déterminer la TVA que je dois payer ou éventuellement constater, encore une fois, un crédit de TVA. Alors, on va reprendre une déclaration de CA3 et on va le faire partie par partie. Normalement, je vous en ai mis à chaque fois dans les chapitres. Alors, il faut que je la retrouve. Voilà. Je vais la télécharger rapidement. Allons-y. Première partie, celle où on va déclarer le chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé, donc cette case ici, première case que l'on va remplir. Agrandir au maximum. Première case ici que l'on va remplir, c'est la case qui va concerner le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chiffre d'affaires qui amène de la TVA, bien sûr, puisqu'ici on est dans le cadre des opérations imposables. Donc si on reprend notre tableau ici, le chiffre d'affaires qui est une opération imposable va ici être le cumul des deux montants que l'on a là, puisqu'éventuellement on aurait cette partie-là, mais ici c'est une opération qui est exonérée, donc qui est non imposable, donc elle ne rentre pas dans la catégorie ici. Donc les deux montants que l'on va prendre en compte, c'est ces deux montants ici. C'est clair pour tout le monde? Donc la première case que l'on remplit ici, c'est celle du chiffre d'affaires que l'on va reporter ici, et on en a pour 1 332 050. 322 050. 1 322 050. Ce 1 322 050, je le remets ici, hein, d'accord? Donc, sur la ligne 1, la ligne 1, on va ajouter donc les 1 010, il me semble, les 1 010 plus les 312 050. Donc c'est 1 010 plus 322 050.
1 332 000. Non, pas 332, 332 000. Voilà. Ouais. Hop, excusez-moi. C'était bien ça. Voilà pour ce premier chiffre. Regardons ensuite ce que l'on a. Ce que nous, on va remplir, c'est l'achat de prestations de services intracommunautaires. Y en a-t-il? Non. Par contre, effectivement, il n'y a pas non plus d'importation. Par contre, alors en général, hein, il y aura pas, on ne vous confrontera pas à la problématique des produits pétroliers, parce que c'est trop technique. Par contre, pratiquement de façon sûre, il y aura des acquisitions intracommunautaires. Oui, on en a. Les acquisitions intracommunautaires, elles sont ici. D'accord? C'est-à-dire 50 400. Donc, on va reporter notre chiffre de 50 400 ici. Ensuite, y a-t-il des exportations hors UE? Non, il n'y a pas eu d'exportation. Y a-t-il des livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie, donc à destination d'une personne qui nous a fourni le NII? Oui, il y en a. Et vous remarquez que c'est en effet une opération qui n'est pas imposable. C'est ce que l'on a livré à notre client italien, c'est-à-dire on en avait pour 151 210. Alors, ici, ce que l'on va surtout utiliser, donc c'est la ligne 1, d'accord, la ligne 2, B, la ligne 3B, 2B, pardon, 2A, 2B, d'accord, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 6, et éventuellement les ventes à distance quand elles sont au-delà du seuil pour la ligne 5A. Donc il faut bien comprendre ce que l'on met dans chaque case, puisque obligatoirement, il va falloir faire quelques additions quand les opérations sont regroupées pour venir remplir une case. Une fois qu'on a rempli cette partie ici, une fois qu'on a rempli les opérations imposables et les opérations non imposables, on va pouvoir maintenant remplir les calculs. Oui, Abdel? Monsieur, dans le numéro 1, nous sommes dans le cas des ventes de marchandises. Oui. Là, c'est mis vente de prestations de services, ça porte pas problème. Ça revient au même. Nous, on avait traité, ici, c'est les ventes et les prestations de services. Alors, l'administration fiscale considère qu'une vente, c'est une vente de marchandises. Et que le chiffre d'affaires lié à des prestations de services, bien sûr, c'est la vente de prestations de services. OK. On pourrait avoir des prestations de services si, par exemple, j'étais au régime des débits, ou bien des prestations de services pour lesquelles j'ai encaissé des règlements. Merci, monsieur. Alors, deuxième partie ici de notre CA3, on va maintenant faire les calculs qui sont relatifs à la TVA qui a été collectée. Donc ça, c'est le cadre B. Donc ici, ce que l'on va reprendre, c'est qu'on va reprendre obligatoirement toutes les opérations qui ont été portées sur la partie qui est ici. D'accord? Donc cette partie-ci, il faut qu'on la retrouve, puisque c'est une opération qui est soumise, il faut qu'on retrouve le montant qui correspond à la TVA des 1 322 000, il faut qu'on le retrouve dans cette partie-là. Donc ici, on a la vente d'opérations à 20%. Autant en TVA collectée, on fait le distinguo des différents taux, alors que vous verrez que dans la partie TVA déductible, on rassemble toutes les opérations, quel que soit le taux auquel elles ont été soumises. Donc pour les ventes à 20%, on va reprendre la base, c'est-à-dire 1 100 000. Je vais reprendre ce que j'avais fait ici, 1 100 000. Pour la base, donc finalement la base, c'est le montant hors taxe, hein, d'accord? Et on avait calculé que
la TVA était de 202 000 euros. Et on met le montant de la TVA. Ensuite, on va reprendre les opérations qui ont été soumises à un taux réduit de 5,5, 312 000. Je vais porter sur la bonne ligne. Et ensuite, bien sûr, la TVA qui a été appliquée sur ces opérations, où je vais arrondir sur la déclaration de mes jamais de centimes. D'accord? Donc, il va falloir que j'arrondisse mon montant ici à l'euro le plus proche, c'est-à-dire à 63. Ensuite, on n'a pas d'opération à l'intérieur des dom-toms ou d'opération liée à 2,1%. Je vais reporter le total ici que j'ai calculé sur la ligne qui est ici. D'accord? Donc le total ici, on en a pour on va faire rapidos le calcul, 202 000 plus 17 163, on en a pour 121. J'ai dû mettre un 0 en plus, 202 000, 1, 2, 3, plus 17 163, on en a pour 219 163. Donc, j'inscris mon montant, 219 163. Je vais reporter aussi la TVA, ici la TVA qui était intracommunautaire. D'accord? La TVA intracommunautaire donc, que j'avais calculée ici sur mon acquisition. Alors, je ne l'avais pas reportée dans ce tableau-là, elle était de 10 080. Alors, vous remarquez qu'on nous indique ici qu'il faut que cette TVA, on nous dit dont TVA intracommunautaire, ce qui veut dire que si on suit à la lettre l'indication, il faut que la TVA soit incluse déjà ici. Voilà pourquoi il va falloir qu'on augmente notre chiffre d'affaires ici, notre base, pas notre chiffre d'affaires, mais notre base du montant de l'acquisition intracommunautaire. Donc ici, on ne va pas avoir 1 million 10, on va avoir 1 million 10 plus le montant de l'acquisition intracommunautaire. Le montant de l'acquisition intracommunautaire, c'était 50 400. Donc il va falloir rajouter 50 400 ici. Et rajouter 10 080 ici. Alors, je recommence ma petite explication ici. Dans la partie de base de la TVA à 20%, ici, ça comprend mes ventes à 20% plus le montant hors taxe des acquisitions intracommunautaires. Je répète, ce montant-là comprend, donc, au numéro 8 ici, sur la ligne numéro 8, concernant la base hors taxe, c'est mes ventes hors taxe plus mes acquisitions intracom hors taxe. Voilà pourquoi j'ai fait 1 million 10 plus mes 50 400. Modifier mon total ici, 240. Voilà pour la partie de TVA collectée. Donc, ce qui est important ici, c'est la totalité de mes ventes. D'accord? Et deuxième chose, puisque c'est une opération qui est soumise
et qui va provoquer de la TVA intracom, c'est les acquisitions intracommunautaires. Y a-t-il des questions sur cette première partie? Pas de questions? Très bien. On va pouvoir passer à la partie, cette fois-ci, de TVA déductible. Et vous allez voir que sur la partie de TVA déductible, on est un petit peu dans une opération qui est un peu plus simple. On est dans une opération puisqu'on ne va reprendre ici que les montants de TVA. Alors, ce cadre de TVA déductible, hop. Donc, TVA déductible ici, 3 cases que l'on va principalement utiliser. La 19, la ligne 19, où je vais reprendre simplement le montant de TVA déductible sur autres biens et services, chose que j'ai calculée ici. Auquel, bien sûr, il va falloir rajouter, hop, je vais le mettre à côté, le montant de 10 080, puisque 10 080 provoquait aussi l'acquisition intracommunautaire, provoquait la TVA déductible, donc plus 10 080. Montant que je vais reporter sur la ligne 20. D'accord, je vais faire mon petit calcul après. Ensuite, concernant la TVA sur IMO, bah, pas très compliqué, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était 21 552. Pas de problème, le montant, on peut le reprendre tel quel, il n'y a pas d'ajustement à faire. Donc simplement, ici, on va venir rajouter, on va donc avoir, hop, on va faire un petit calcul rapidos, 150 928 sur les achats classiques, 150 928 sur les achats classiques, plus 10 080 sur les acquisitions intracommunautaires, ce qui va me donner en TVA déductible 161 008. Voilà, j'ai reporté donc la TVA qui avait été constatée pour mes immobilisations, la TVA qui avait été constatée pour la vente, pour les achats que j'ai réalisés, plus les acquisitions intracommunautaires, puisque là aussi, ça a provoqué de la TVA déductible. Reste à traiter le problème du crédit de TVA. Donc le crédit de TVA, c'est quoi? C'est de la TVA qui était née, c'est une créance qui est née de ma précédente déclaration. La précédente déclaration, la déclaration du mois, la déclaration portant sur les opérations de septembre, a fait naître un crédit de TVA reportable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la déclaration que j'ai faite et qui était relative aux opérations de septembre, j'avais plus de TVA déductible que de TVA collectée. Vous savez que dans cette situation-là, il y a un crédit de TVA. C'est une créance sur l'État. Ça veut dire que l'État vous doit de l'argent. Ici, si on reprend notre sujet, il y avait un crédit de TVA de 10 300 euros. Ça veut dire qu'au mois de septembre, les opérations du mois de septembre ont dégagé un crédit de TVA. J'avais plus de TVA déductible que de TVA collectée. Quand je vais
remarquez quand même la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en avait de la TVA collectée qui était inférieure à la TVA déductible. Dans ces cas-là, je ne dois pas payer TVA puisque effectivement c'est l'État qui m'en doit. On est dans une situation de crédit de TVA. La somme que je vais constater pour ce crédit de TVA, j'ai deux solutions. Soit je me la fais rembourser, et c'est tout, on n'en parle plus. D'accord? Je remplis un formulaire, on l'a vu dans le cours de la fois dernière, je remplis un formulaire que j'adresse à l'administration fiscale. L'administration fiscale étudie ma demande et en général, va me rembourser le montant de la TVA, le montant que je demande. Deuxième solution, ce montant, je n'en demande pas le remboursement, mais je vais m'en servir ici au titre de la TVA déductible. Donc, je vais pouvoir reporter, c'est ce qui a été fait ici, ce qui vous a été suggéré. On va pouvoir dire, voilà, il y a un crédit de TVA dans la déclaration précédente, et ce crédit de TVA, il était de 10 300 €. Donc, le crédit de TVA constaté sur la déclaration précédente participe à la TVA déductible de la déclaration suivante. Donc, je vais pouvoir maintenant ajouter tous les montants retrouvés en termes de TVA déductible. Alors, on a ici nos 161 008 plus nos 21 552 plus nos 10 300. Ce qui veut dire qu'on a un total de TVA déductible de 192 000 860. On va pouvoir maintenant tirer les conclusions de nos deux calculs, c'est-à-dire le calcul qui a dégagé la TVA collectée, le calcul qui a dégagé la TVA déductible. Alors ici, en termes de TVA collectée, on avait donc trouvé un montant de 229 000 €. Maintenant, en matière de TVA déductible, on va avoir un montant que l'on vient de calculer de 192 000 €. Ce qui veut dire qu'on va avoir de la TVA à payer, puisqu'on a plus de TVA collectée que de déductible, TVA à payer. De la différence entre les deux. Donc, si je fais 1229, 243 moins les 192, 860, je vais devoir payer 36 383 € de TVA à l'État français. Et je dois les payer sur le champ. Tout ça, on va le matérialiser dans la dernière partie de la déclaration de TVA. Donc, dans notre dernière partie, ici, on a deux solutions. Soit on se trouve en situation de crédit TVA, c'est-à-dire que la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, ce qui n'est pas notre cas. Mais si on avait été dans cette solution-là, alors on aurait rempli cette partie ici. Ça, c'est le cas de la TVA collectée inférieure à la TVA déductible. Donc, qui nous donne un crédit que l'on aurait pu reporter la fois suivante. Première chose, soit on doit payer de la TVA, c'est-à-dire que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, et alors c'est cette partie ici qu'on remplit. Et ici, on va reporter simplement le montant du calcul que l'on a fait ici,
TVA collectée moins TVA déductible, c'est-à-dire 36 383 €. Je rappelle, hein, ça, c'est issu du calcul que l'on a fait, TVA collectée moins TVA déductible. Dans le cas où la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, alors je dois payer. Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, alors c'est un crédit. Deux solutions pour ce crédit. Soit j'ordonnance le remboursement, ou soit j'attends le report pour la déclaration suivante. Voilà comment on remplit notre CA3. Ça va occuper quelques séances, d'accord, pour qu'on comprenne bien toutes les subtilités et qu'on sache exactement retrouver nos petits, retrouver nos chiffres. C'est plutôt intéressant parce que ça met, je vous dis, hein, en relation déjà deux processus, P1 et P3, et puis surtout, ça permet d'asseoir les notions que l'on a vues durant le premier semestre quant à la territorialité. Vous avez vu tout à l'heure, Michael Haddad a fait la petite erreur. Du coup, la CA3, on n'arrive pas à l'expliquer, ou sinon on fait une erreur sur la CA3 si on ne connaît pas ces règles de TVA, notamment en matière de territorialité, de livraison, d'acquisition intracommunautaire. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Bon, c'est que tout le monde a tout compris, c'est merveilleux. Alors. Monsieur n'a pas encore compris, c'est encore un peu nouveau. Raison pour laquelle on n'a pas de questions. Vous n'avez pas encore du tout entendu ce que vous avez dit. Allez-y, répétez. Oui, je disais qu'on n'a pas encore tout compris. D'accord. Je pense que dans tous les cas, on va pouvoir mieux le comprendre, où il y aura beaucoup plus de questions, d'interrogations sur un exemple concret. D'accord? C'est ce que. Alors, je ne vais pas commencer le cas, mais je vais vous demander, on va juste le regarder un petit peu ensemble. Je vais vous le mettre à l'écran. Et je vais vous demander surtout de le traiter pour le prochain cours qui aura lieu, alors pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous êtes en recherche de stage, mais le prochain cours aura lieu le 1er, je crois. Voilà. Donc, vous voudrez bien vraiment faire l'effort de traiter ce cas, de remplir. Vous avez un exemple de CA3 en PDF à côté. Hein, d'accord ? Vous ferez vraiment l'effort d'essayer de résoudre ce cas. Donc, la CRL BAMA, dont l'activité est la vente de marchandises en France et à l'étranger, vous demande d'effectuer sa déclaration de TVA. Elle est soumise au régime réel normal, CA3, déclaration mensuelle, classique. Hein. Le taux de TVA est le taux normal, donc le taux à 20%. La balance indique fin novembre que le compte 44 567, il y a un crédit de TVA à reporter. Donc, c'est la même situation que l'on vient de traiter. Il y a un crédit de TVA qui a été constaté dans la déclaration précédente ou qui est simplement le cumul de plusieurs déclarations. Vous êtes associé aux déclarations, vous téléchargerez l'imprimé CA3 que je vous ai déjà préparé, que vous n'avez plus qu'à retélécharger à partir de la page qui est là. Et il va falloir calculer et remplir la CA3. D'accord ? Donc, on vous demande d'expliquer le choix du prestataire service. Bon, ça, c'est le problème de déductibilité quand c'est exigible chez le fournisseur. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. La première question, elle est vraiment anecdotique. C'est vraiment la deuxième et la troisième question. Alors, je ne pense pas que vous ayez déjà vu les opérations, les écritures de TVA en P1. Est-ce que vous avez déjà fait des écritures de vente? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des écritures d'achat? Oui. Bon, parfait. Donc, on pourra voir ensemble les écritures de TVA. On la verra ensemble. Donc, ne traitez pas le dernier, sauf si vous vous sentez de le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vraiment, c'est que vous fassiez les questions 2 et 3 du cas BAMA pour qu'on puisse regarder un peu comment vous avez travaillé et éventuellement les difficultés que vous avez pu rencontrer. Les opérations, d'accord ? On a des opérations en Belgique. On a des opérations en Russie.
On a des opérations en France pour les achats, d'accord. Et pour les ventes, on a des opérations en France, aux États-Unis et en Angleterre. Alors, est-ce qu'on a des informations? On va considérer, vous considérez, puisque là, on n'a pas l'information qu'on a procuré, notamment pour les achats en Belgique, qu'on a procuré notre numéro de TVA intracommunautaire. D'accord. Nous avons donné notre numéro de TVA intracommunautaire. Vous considérez que l'Angleterre ne fait plus partie de l'UE. D'accord. L'Angleterre ne fait plus partie de l'UE. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Le sujet, il a été fait au moment où l'Angleterre faisait encore partie de l'UE. Voilà pourquoi on a différencié États-Unis ou Angleterre. Mais on va l'actualiser, ce sujet, et on va se dire que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, il faut considérer que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Je vais le rajouter dans les petites informations. Hop, comme ça, vous l'aurez tous. OK, donc vous me préparez tout ça, tous votre CA3 pour le 1er février, donc notre prochain cours de P3. C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous. Il y a eu toutes les modifications. Hein. Je vous avais dit qu'il y avait quelques modifications dans plus du temps que j'avais demandé. Toutes les modifications apparemment ont été portées sur votre planning. Donc, ben, voilà, il faut se tenir à ces nouveaux horaires. Notamment, ça nous sépare un peu nos séances de P3. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, un bon week-end et on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque vous faites une petite pause d'une semaine. On se retrouvera donc la semaine d'après, le lundi, pour le P4. Voilà, je vous souhaite bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur. Au revoir, monsieur.